Salut à tous, bonsoir pour ce nouveau numéro du Grand Plateau, une émission particulière ce soir puisqu'on va évoquer en long, en large et en travers les mondiaux de Florence de ce week-end. On parlera également des élections qui ont eu lieu aujourd'hui à la tête de l'UCI. Pour commencer, je vais présenter les chroniqueurs que vous connaissez déjà. François Delancre qui est là ce soir. Salut François. Salut tout le monde. Et Maxime Minguet qui est présent également. Salut Jérémy. Alors on va commencer évidemment par les mondiaux, c'est l'attraction cette semaine. Il y a eu le chrono qui a été remporté par Tony Martin et dimanche c'est la course en ligne. On va commencer par revenir déjà sur ce chrono. Alors on savait que Tony Martin, Bradley Wiggins, Fabian Cancellara étaient les favoris. On s'attendait à les voir devant, on ne savait pas dans quel ordre. Et Tony Martin a impressionné, il a écrasé la concurrence. Il a écrasé la concurrence, il a encore une fois écrasé la concurrence même. Ça devient vraiment le gros spécialiste de ces chronos, surtout sur un seul jour. On sait que Cancellara notamment, il est plus à l'aise sur les chronos quand ça arrive en fin de tour. C'est un petit peu plus quand la récupération rentre en jeu, c'est ce qu'explique aussi Jérémy Roy. Là Tony Martin il montre vraiment que malgré le fait que Wiggins en effet son objectif et Cancellara qui sera aussi intéressé par la course en ligne était extrêmement en jambes, il a vraiment mis tout le monde d'accord, donc c'est une performance assez incroyable et ce qui explique l'émotion qu'il a eu sur le podium après sa victoire. La particularité de ce chrono, c'était avant tout sa longueur. 57,8 km, je crois, c'est quand même assez long. Même Tony Martin a dit que c'était un petit peu long, que ça paraissait ne pas devoir finir. 1h05 minutes et 36 secondes le temps de Tony Martin, 46 secondes de mieux que Bradley Wiggins, 48 secondes de mieux que Fabian Cancellara. François, on évoquait la semaine passée avec le Tour de Grande-Bretagne le renouveau de Bradley Wiggins. Il a réussi à chipper la deuxième place à Fabian Cancellara. Est-ce que tu attendais Bradley Wiggins à ce niveau? On savait qu'il pouvait faire un podium. De là à prendre la place de Cancellara sur la deuxième marche du podium, est-ce que tu t'attendais à une telle performance du Britannique? C'est pas une surprise, on savait très bien que Bradley Wiggins était en train de se remobiliser totalement après début d'année compliqué, abandon sur le Giro, totalement épuisé. Il avait déjà montré sur les chronos cet été qu'il était déjà de retour en forme. Et là, c'est pas une surprise. Peut-être Cancellara a concédé la seconde place pour s'épargner en vue de la course en ligne, mais c'est pas du tout une surprise de le retrouver sur le podium. C'est pas une surprise de le retrouver sur le podium. Juste pour l'anecdote, la moyenne de Tony Martin, ça aurait fait de lui, je crois, le 6e temps sur le chrono par équipe. Donc ce qui place un petit peu la performance quand même. Chrono par équipe remporté d'ailleurs par l'équipe Omega pour la deuxième année consécutive. Je crois avec dans la Tony même Martin, seconde Corica qui termine deuxième et troisième pour l'équipe Sky. Oui, je disais une surprise relative Bradley Wiggins, mais il était un petit peu loin dans les premiers temps intermédiaires. En tout cas, Tony Martin et Fabian Cancellara étaient dans la même seconde au premier point intermédiaire et après Cancellara a baissé de pied. Il l'avait dit que le parcours était peut-être un tout petit peu trop long pour lui et il l'a payé sur la fin. Le parcours était un petit peu plus dur aussi dans sa première partie. Je pense que ça a avantagé un petit peu Cancellara et après dès que c'est retourné sur des grandes lignes droites plates et sans la moindre bosse, Tony Martin a pu développer sa puissance sans concurrence ni même sans concurrence de Cancellara, donc c'est dire sa performance quoi. Un autre coureur qui a réalisé une performance plus qu'honnête, c'est Vassili Kirienka, 4e à 1 minute et 26 secondes de Tony Martin. 5e place pour Taylor Phinney, qui était 2e l'an passé. Bon, c'est des outsiders qui sont à leur place, va-t-on dire. On attendait peut-être pas forcément mieux, en sachant que le trio de tête était intouchable. Ouais, ça se voit aux écarts. Il y a trois monstres, trois bestiaux, puis les autres derrière. Taylor Phinney aura peut-être pu viser une place un peu plus haute, mais c'est vrai que là, à la fois la longueur du chrono et sa platitude, on va dire, son profil, l'a pas forcément avantagé, mais oui, c'est vrai que derrière, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Alors impossible de parler de ce chrono sans évoquer la performance des Français. Enfin, performance, c'est un mot assez relatif, 22e place pour Sylvain Chavanel à 3 minutes 48 et pourtant Sylvain Chavanel était 3e au premier point intermédiaire à seulement 10 secondes de la doublette Cancellara-Martin et 29e place pour Jérémy Roy à 4 minutes 27. Bon, énorme déception là, côté français, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Bah, c'est vrai qu'on est habitué aux mondiaux depuis Jalabert en 97 à ne pas avoir de rouleur capable de jouer les premiers rôles. Mais c'est vrai que là, cette année, on avait un petit espoir quand même parce que Sylvain Chavanel, depuis 2-3 ans, redevient un très très bon rouleur de niveau mondial pour un éventuel top 10 ou top 15. On en avait parlé la semaine dernière. Jérémy Roy, c'est un peu pareil, même si c'est un petit peu plus excusable de sa part, comme il est quand même un tour en dessous. Lui, il a mis ça aussi sur le compte de la récupération, comme quoi il était plus à l'aise dans les chronos qui arrivaient après quelques jours de course. Mais c'est vrai que 22-29, ça fait un peu tâche quand même. De là à viser un top 10, on l'avait dit, ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais voilà, se rapprocher des places de 12 ou 13, ça aurait pas été plus mal du côté français. Aussi, on voit, la statistique que tu as sortie est intéressante puisqu'on voit dans les premiers inters, Sylvain Chavanel est encore dans la course, mais le parcours était 57 km, c'est une longueur assez inhabituelle pour des championnats du monde. Ouais. Le parcours était vraiment beaucoup trop long pour lui, on l'a terminé à 22e, il l'a dit à la fin, les derniers kilomètres lui semblaient interminables. Au bout d'un moment, ça a lâché, c'est pour ça qu'on le retrouve aussi loin au classement, tout comme Jérémy Roy. Bon, alors les Français n'ont pas brillé dans ce chrono élite. Par contre, les Français et les Françaises ont réussi à ramener déjà des médailles. Maxime, tu vas pouvoir nous en parler avec notamment le titre chez les juniors dames de Séverine Hérault et la médaille d'argent en chrono chez les espoirs de Johan Payot, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu vas pouvoir un petit peu nous détailler tout ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir les courses, au moins un résumé ? Alors j'ai pas vu le chrono dame, même si c'est vrai qu'en l'occurrence Séverine Hérault, c'est pas du tout une surprise puisqu'elle avait déjà été championne de France du chrono, elle a fait des bonnes performances cet été au championnat d'Europe, donc l'avoir titrée, c'est déjà une très bonne nouvelle pour le cyclisme féminin, voilà, qui avec Pauline Ferrand-Prévot et peut-être Marion Rousse commence à trouver une relève à Edwige Pittel et compagnie. Puis Séverine Hérault qui fait aussi également 7ème de la course en ligne ce matin, la course en ligne junior dame. Donc une bonne nouvelle aussi. Puis surtout la deuxième place sur le chrono espoir de Johan Payot, coureur du VC La Pomme Marseille, qui confirme encore sa bonne année dans les championnats et dans les chronos. Il est champion de France, il était champion d'Europe. Il avait pourtant l'habitude de ne pas réussir ses grands rendez-vous. Il avait fait une année 2012 pour le coup assez décevante à ce niveau-là, tant au niveau français qu'au niveau international. Mais là, voilà, depuis cette année, on l'a vu aux Jeux méditerranéens aussi remporter de belle manière le chrono. Il commence à prendre confiance en lui et puis je pense que les saisons qu'il a fait chez les pros commencent à lui donner un petit peu de caisse. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle après les médailles qu'avait pu apporter Jérôme Coppel à une époque aussi sur le chrono. Là, on retrouve un rouleur qui a certes un petit peu de mal à s'imposer chez les professionnels, mais qui pourrait de faire un très bon pro dans les années futures. Alors sa progression va être intéressante à suivre parce que François, si j'en crois les statistiques que tu es allé retrouver, les coureurs qui brillent sur les championnats du monde espoir du contre-la-montre, après ont tendance à confirmer, en tout cas c'est le cas pour les coureurs que tu vas nous citer. Oui, d'ailleurs Maxime, tu nous parlais de Jérôme Coppel, il a été doublement médaillé, il a été 2 fois médaillé de bronze en 2006 et en 2007. C'est derrière Ignatieff entre Ignatieff et Cornu, je crois. C'était Cornu qui trustait à l'époque. En 2007, c'était Lars Boom qui avait été champion du monde du contre-la-montre. Bon, depuis, il s'est un peu reconverti vers les courses baroudeurs. Et en 2010, c'était Taylor Phinney. Et en 2011, c'était Luc Durbridge. Donc c'est quand même des sacrés noms, quoi. Qu'on retrouve assez régulièrement dans les top 10, voire les top 5 pour Taylor Phinney. Je crois même que Luc Durbridge avait remporté le prologue du Dauphiné l'année dernière et qu'il avait porté le maillot jaune également. Non, sacré rouleur, c'est sûr. Du côté des circuits de la Sarthe aussi, il avait remporté le chrono. La précision est importante. En tout cas, on avait dit qu'on parlerait des espoirs, on en a parlé. C'était pas une promesse en l'air. C'est vrai. Allez, maintenant, on va parler de la grande course, celle qui nous anime, celle qu'on attend avec une impatience débordante. C'est évidemment cette course en ligne, cette course élite homme avec Philippe Gilbert qui défendra son titre pour l'équipe de Belgique sur un tracé difficile. Mais est-ce qu'on n'en a pas un petit peu trop fait sur ce tracé, Maxime ? J'ai le profil sous les yeux, je retrouve mes fiches. Bon, il a l'air difficile, c'est sûr. On a l'impression que ça monte et que ça descend tout le long du parcours, ou du moins dans sa deuxième partie lorsqu'on arrive sur le circuit. Mais est-ce qu'il est si difficile que ça ? Il sera long, 272 km. Mais on a parlé des grimpeurs. Est-ce que les punchers n'auront pas aussi largement leur rôle à jouer ? Ils ont largement leur rôle. Je pense qu'on en a encore trop fait sur les parcours des championnats du monde. Tous les ans, on nous dit que ça sera plus difficile que l'année d'avant. Et finalement, on se retrouve avec un circuit globalement du type Plouet, du type de genre un petit peu vallonné, puis avec un petit peu de plat derrière pour éventuellement faire la différence à la pédale ou à la ruse.
Parce que là, les bosses sur le circuit sont pas extrêmement durs. Je crois que le principal point d'achoppement sera une bosse de 5 bornes à 4% ou le contraire, je crois. Enfin, dans ces eaux-là, finalement, c'est pas beaucoup plus dur que Plouay, comme je l'ai dit. Donc, après, l'enchaînement, voilà, c'est un circuit assez court, par contre, pour les championnats du monde. Je crois que c'est que 17 bornes. Donc, c'est l'enchaînement qui peut vraiment faire que ça... 17 km, ouais. Donc voilà, faire que ça rende la course difficile. Puis voilà, même on misait un petit peu sur le parcours en ligne avant pour durcir un peu la course. Finalement, il y a une seule vraie difficulté, ce qui est une vraie difficulté par contre, mais bon, ça reste quand même à quelques 230 bornes de l'arrivée. Donc voilà. Oui. Finalement, c'est un Milan-San Remo un petit peu plus dur, mais sans plus. Tu parles de la difficulté du parcours. On aura 2 réelles difficultés sur ce circuit. La montée de Fiesole, qui fait 4 km 3 avec une moyenne de 5,2% et un maximum à 9. Donc ça reste abordable, c'est difficile, mais pas... ça fera peut-être passer, pas la voilà, sélection. Pour certains, ça peut passer. Ouais. Et après, on aura une autre petite côte via Salviati, 600 mètres seulement. Mais là, c'est 600 mètres qui montent comme il faut, 10,2% avec un maximum à 16. Mais le problème, c'est qu'elle a 4,5 km de l'arrivée. Donc 600 mètres pour faire la différence et tenir en presque 5 km, ça sera très sera trop court. Et après, je crois, à 2 km de l'arrivée, il y a encore une toute petite bosse avec un maximum à 10%. Mais là, je ne sais même pas si ça fait 200 mètres. Enfin, un tracé intéressant qui ouvre des perspectives plus larges que ce qu'on voulait bien le croire. Ouais. On aura certainement plus de candidats que le cercle restreint des grimpeurs qu'on voulait bien désigner comme favoris. Finalement, ça restera un championnat du monde traditionnel où et punchers et sprinters qui passent bien les bosses, voire même grimpeurs, pourront l'emporter au prix évidemment d'une forme adéquate et puis d'une stratégie suffisante. Mais voilà, moi je reste un petit peu sur ma faim. C'est vrai que depuis 2 ans, on nous disait Florence, c'est très très dur. On s'aperçoit que pas trop, mais bon, finalement, c'est plus ou moins tout le temps pareil avec les championnats du monde. Donc, ouais. On va faire le point sur les grosses armadas de ce championnat du monde. On a vu évidemment que l'équipe de Belgique avait emmené Philippe Gilbert, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui tentera de conserver son titre. Philippe Gilbert qui sera accompagné par Jan Bakelands, Björn Lokemans, Maxime Montfort, Serge Pauwels, je l'accroche tous les noms, Greg Van Avermaet et Johan Van Summeren. Qu'est-ce que tu penses, Maxime, de cette équipe ? Est-ce que Gilbert est armé avec ses 6 coéquipiers pour aller chercher une deuxième victoire consécutive ? Alors juste une précision, ils viennent que à 7, donc ça c'est important aussi. Enfin, après pour la course pas vraiment, mais Meersman qui a fait forfait. Voilà, donc ça veut dire quelque chose quand même au niveau de leur saison. Après, est-ce que Gilbert est épaulé ? Je pense, parce que là aussi ils ont une sélection assez bien dessinée avec des équipiers comme Pauwels par exemple. Et après, quelqu'un comme Greg Van Avermaet peut éventuellement, s'il passe la grosse bosse du parcours, celle de Firesol, il peut tirer son épingle du jeu. Après, c'est quand même un perdant magnifique. Van Avermaet, il a quand même rarement remporté de grands monuments, à part Paris Tour. J'en oublie peut-être, mais voilà, je crois pas. Pour le nombre de fois où il est dans les finales de course et il l'emporte pas, ça sera compliqué de le faire aux mondiaux. Après, je pense que Gilbert sera leur principale carte, même si quelqu'un comme Jan Bakelands peut éventuellement faire quelque chose sur la forme qu'il a, et puis surtout sur sa saison. Donc pourquoi pas, en tout cas, une équipe de Belgique assez homogène, je trouve. Une autre équipe qui sera peut-être l'épouvantail de ces championnats du monde, c'est l'équipe d'Espagne. Alberto Contador, Joaquim Rodriguez, Dani Moreno, les 2 Sanchez, Alejandro Valverde. Là, ça sera clairement la grosse équipe. Il y aura également une belle équipe d'Italie avec Nibali, avec Pozzato, avec Scarponi, Ulissi. Et puis les Colombiens qu'on n'oublie pas avec Janier Acevedo, Darwin Atapuma et puis évidemment Betancourt, Henao, Uran. Et également les Bretons, les grands Bretons avec évidemment Chris Froome et Bradley Wiggins. Il y a quand même quelques équipes qui font peur sur le papier. On pourrait parler également de la Hollande ou des États-Unis, emmenés par Chris Horner. Il y aura vraiment une grosse densité dans les grandes nations. Bon, l'équipe de France aura aussi son rôle à jouer. On en parlait la semaine dernière avec Benoît Vitek. Messieurs, qui voyez-vous comme grand favori, en sachant que là, on a parlé des grandes équipes qui auront peut-être la possibilité de cadenasser la course, mais on n'a pas parlé du principal favori, Peter Sagan. Peter Sagan, ouais, je pense que vu le parcours, comme on l'a dit, qui est un petit peu moins difficile, lui, ça va lui aller comme un gant, surtout avec ce petit replat à la fin. En plus, il court pas comme un manche, donc pourquoi pas. Après, quand on les scellé, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un petit désavantage par rapport à une équipe d'Espagne où ils peuvent tous gagner, clairement. Enfin, il me semble, du moins. Sagan, oui, je pense qu'il a vraiment sa grosse carte à jouer, comme l'avait dit Benoît Vitek la semaine dernière. C'est sa grosse première victoire potentielle.
Parce que c'est là le vrai bémol pour Peter Sagan. C'est que Peter Sagan est favori très souvent. Il l'était au Milan-San Remo. Il l'est à chaque fois qu'il s'aligne sur une course d'un jour un petit peu vallonnée. Mais mis à part Gand-Wevelgem et puis plus récemment le Grand Prix de Montréal, Peter Sagan sur une course d'un jour ne s'est jamais imposé au nez et à la barbe des outsiders. C'est aussi ça peut-être qui lui manque. Ça pourrait être sa plus grande victoire, mais pour l'instant, il ne l'a jamais fait. C'est vrai, non, il en a le potentiel, ça tout le monde en est, sûr. d'accord. Toi le premier, François aussi, mais c'est vrai qu'il lui manque encore ce grand rendez-vous, cette grande classique qu'il accrochera à son palmarès. Après, voilà, comme son nom l'indique, les courses d'un jour, ça se joue sur pas grand-chose des fois. Il est souvent dans les derniers emballages. Voilà, après des fois, qui au sprint, qui des fois se fait avoir à la course, avoir à la stratégie, pardon. Ça peut le désavantager, mais de toute façon, tout est possible sur ces championnats. Donc pourquoi pas enfin la victoire de Sagan. François, je te vois parcourir la start list avec une attention, avec une grande attention plutôt. Tu zigzags entre la sélection de Croatie emmenée par Christian Durasek et la sélection lettonne emmenée par Viesturs Luksevic. Qui est-ce que tu vois comme favori, François? Outre Sagan, Alejandro Sagan. Valverde. Peter Sagan, désolé. Alejandro Valverde, bien sûr, puisque ça va être la première année, si je ne me trompe pas, où Oscar Freire n'est pas sur les championnats du monde. Tu as bien suivi le grand plateau de la semaine dernière, François. Tu es un auditeur fidèle. J'ajouterai comme outsider Richie Porte pour l'Australie. Décevant sur le chrono Richie Porte, par contre. Peut-être se préserver. C'est pas peut-être. On s'attendait de sa part au moins à un top 10, ce qui n'a pas été le cas. Je suis pas trop d'accord sur Richie Porte sur la course en ligne par contre. Certes, ça fait presque plaisir de le voir au championnat du monde venant d'un coureur de chez Sky qu'on peut dire des fois un petit peu en manque de culture vélo. Mais là, quand il va falloir y aller au punch dans la bosse et dans les 10% du deuxième petit coup de cul, ça sera difficile pour lui, je pense. J'ajouterais aussi peut-être John Degenkolb, oui. Par contre, non, ça peut. C'est pas illogique. Parmi les sprinteurs, c'est celui qui monte le mieux. Si ça finit au sprint, il y aura déjà un avantage sur beaucoup d'autres Cavendish n'arrivera peut-être pas à passer les bosses, ou seulement s'il est bien emmené. Attention, parce que si ça finit au sprint, messieurs, Peter Sagan c'est pas forcément le moins mauvais. Ouais. Fabian Cancellara aussi, pourquoi pas? On en a parlé tout à l'heure. Il en a fait son objectif. On a aussi des coureurs qui sont capables de briller dans le sprint parmi les punchers. Et c'est des coureurs qui seront peut-être plus frais que les sprinters qui ont tout donné pour s'accrocher. Je pense par exemple, ne serait-ce qu'à un Valverde qui est connu pour sa bonne pointe de vitesse. Un Valverde qui s'accroche dans un groupe laisse forcément moins d'énergie qu'un Cavendish ou qu'un Degenkolb. Et puis même Philippe Gilbert. Philippe Gilbert a déjà battu Tom Bonnen sur le Paris Tour. Attention, parce que sur un parcours de 272 km, franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais même un Degenkolb dans le final, n'est pas sûr de s'imposer à tous les coups. Après, ça dépendra aussi comment il était emmené par son équipe. Parmi ses équipiers, on retrouve. L'équipe d'Allemagne est quand même assez faible. Marcus Burghardt, Simon Geschke, Fabien Wegmann, pour citer les plus connus. Après, est-ce que ça peut suffire à emmener au sprint? On va la donner. Tu as dit Burghardt, Geschke et Wegmann. Il y a aussi Paul Martens et Dominique Ners. C'est des bons coureurs, mais Martens qui peut aider dans le final. Wegmann Ners également qui a fait une jolie Vuelta, le coureur de l'équipe BMC. Mais lui, s'il faut boucher les trous, Ners, s'il faut batailler dans la bosse, dans les 10% par exemple, je me fais une fixette sur ça, mais je pense que c'est là que ça se jouera aussi. Ça sera compliqué de poursuivre les roues. Mais c'est vrai que Degenkolb, c'est pas une mauvaise idée. Quand il est champion du monde espoir à Stuttgart, ça montait pas mal. Il est devant aussi des mecs qui passent bien les bosses comme Feyud, donc pourquoi pas, c'est pas du tout idiot comme idée. Avant de vous demander un podium en guise de pronostic, pour corser un petit peu l'affaire, on va parler très rapidement de la grande sélection du Luxembourg. Une nation qui est en perte de vitesse, c'est vrai, depuis la suspension de Frank Schleck, les déboires d'Andy Schleck. Il n'y a plus non plus Kim Kirchhoff qui faisait également le plein de points lorsqu'il était encore coureur professionnel. Le Luxembourg qui n'aura qu'un seul représentant en la personne de Bob Jungels. Un bon coureur, mais c'est assez symptomatique de la déperdition des Luxembourgeois. Le Luxembourg retrouve sa place. Oui, c'est vrai que quand on voit la start list, on dit ah oui, c'est vrai que les Schleck, c'était qu'eux qui portaient le cyclisme luxembourgeois. Bon, après, c'est pas non plus on enfonce des portes ouvertes, mais la symbolique est assez intéressante de voir qu'un seul luxembourgeois, même si c'est un jeune prometteur. Donc voilà.
Allez, les podiums, messieurs, il faut se mouiller. François qui me semble, comment dire, qui croit en la victoire d'un Colombien, c'est ça? C'est ce que tu m'écris Je sur me ta, demande sur ta s'il y a feuille. des membres de l'équipe colombienne qui sont en déplacement à Florence. Ouais, est-ce que tu te moques du monde, François? On a détaillé tout à l'heure la présence de Ranier Acevedo, de Winner Anacona, de Darwin Atapuma, de Carlos Alberto Betancourt, de Sergio Henao, de Nairo Quintana et de Rigoberto Urán. François, quel est ton favori parmi les Colombiens? Betancourt. Betancourt. Bon, allez, Qui sort du Tour d'Espagne. carrément ton podium, là, c'est parti. Je vois bien Sagan, immense favori. En second, je mettrai Gilbert. Oui. Philippe Gilbert qui semble revenir peu à peu en forme, qui a enfin remporté sa première victoire sur le Tour d'Espagne, la première victoire de l'année. Et en troisième, je suis resté fidèle à mon outsider avec John Degenkolb. Et Betancourt? Betancourt, Ah oui, François. Dans un top 5. Ça dépendra de la course, de la physionomie de la dépendra course. de la ouais. course. Maxime Minguet qui s'empare de la start list. Moi, je suis un peu embêté parce qu'honnêtement, un championnat du monde, c'est toujours très difficile à pronostiquer. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Il y a quand même beaucoup de monde qui peut gagner. Ça dépend aussi du style de course. En plus, c'est un parcours comme ça qui est pas forcément très limpide. Moi, je vois quand même, quitte à doucher l'enthousiasme général, je vois quand même une arrivée au sprint. Donc, je dirais un peu une victoire de Peter Sagan ou de Fabian Cancellara, ça dépend. Et pourquoi pas un Van Avermaet qui ferait troisième. Course passionnante pour Maxime Minguet. Ouais, non, je suis désolé, mais honnêtement, j'ai du mal à m'enthousiasmer sur ce parcours Ouais. qui est vraiment, voilà, c'est un Grand Prix de Plouay dilué. Voilà. C'est pas. Et moi, je vois bien également une victoire de Peter Sagan, mais peut-être dans un petit groupe, une échappée qui partirait sur le final, avec pourquoi pas la présence de Rigoberto Urán, qui aime Peut-être, bien ce ouais. genre de circuit. Mhm. Il avait déjà fait des podiums sur le Tour de Lombardie, sur les JO, même s'il s'était fait avoir comme un bleu par Vinokourov. Et puis, s'il faut un membre de l'équipe d'Espagne qui mettra certainement des coureurs dans toutes les échappées, pourquoi pas Alberto Contador sur la troisième marche du podium, lui qui n'a pas fait la Vuelta pour se préserver et qui a annoncé vouloir faire une grosse fin de saison. Enfin, déjà vu le début de saison qu'il a fait, il va falloir se rattraper à un moment donné. C'est ça. Et non, pourquoi pas la présence de Contador. En tout cas, je vois bien un coureur de l'équipe d'Espagne sur la boîte. Ça serait une réelle déception qu'il n'y en ait pas en tout cas. Bah, c'est vrai que s'ils sont 9, il y en a 7 qui peuvent gagner à peu près. Enfin, la louche, 6 ou 7 quoi. Donc c'est vrai que si ils en mettent pas un sur la boîte, c'est compliqué pour eux. Attention aussi à l'équipe de Hongrie quand même, qui ramène quand même la grosse armada de coureurs. Donc, Allez, on va terminer sur ces championnats du monde avec l'équipe de France rapidement. Bon, on en a parlé déjà la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un coureur que vous voyez peut-être briller, s'intégrer dans le top 5, dans le top 10? Arthur Vichot. Arthur Vichot et toi, Maxime? ouais, je pense Vichot sur la forme du moment, Vaucler sur le métier. Barguil? Non. Et, Peut-être pas assez dur j'ai pour un peu- Barguil. Pas assez dur, peut-être un peu long, je Et sais pas pas. assez d'expérience. Ouais, il y en a besoin en plus Peut-être un au peu JO. usé aussi. Ouais. Donc, Bon allez, on est en retard messieurs, on va terminer sur ces championnats du monde. On va passer très rapidement à l'élection qui a eu lieu aujourd'hui à l'UCI. On n'aura pas le temps François de faire les U23, je suis Ça vient désolé. de tomber, je vais Bah, aller vas-y, très vite. rapide. Victoire de Matej Moric, le Slovène, 18 ans. Ouais. Il a été champion du monde junior l'année dernière et il avait été aussi deuxième du contre-la-montre l'année dernière. Très prometteur. Merci. Et derrière, sur le podium, Erger, un Norvégien, et Menges, un Sud-Africain. Premier français, 9e à la Philippe. Très bien, belle performance. Encore ce nouveau top 10. Allez, on passe à l'élection à l'UCI avec Pat McQuaid qui était en compétition avec Coxon. Et c'est finalement le deuxième nommé qui s'impose. Pat McQuaid ne fera pas un troisième mandat comme il le briguait. Bon, très rapidement, parce qu'on est pressé, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va amener un nouveau souffle à l'UCI? Il fallait changer clairement après l'affaire Armstrong. Les Européens l'ont bien senti, qu'eux qui avaient très vite retiré leur soutien à McQuaid. Il fallait clairement changer parce que c'était plus possible d'avoir Pat McQuaid et son pote Verbruggen à la tête de l'UCI. Après, est-ce que Coxon ne reprendra pas le mauvaises habitudes? Ça, c'est possible. Après tout, dans ce genre d'institution, ça ne sera pas la première fois qu'on se fait de faux espoirs. Mais il fallait changer. Après, je pense que Coxon a aussi gagné voilà, sur l'idée de commission vérité et réconciliation. C'est plus ou moins consensuel, notamment sur le dopage. Donc voilà, il y a quelques gros chantiers qui lui restent à mener. Il arrive dans une situation assez difficile où le vélo est certes en perte de vitesse, mais il y a du potentiel, donc à lui de jouer. François, un mot sur cette victoire de Coxon. Est-ce qu'on a les chiffres? Ça a été serré cette élection 24 à 18. 24 à 24 à 18. 18. Un mot, François, sur cette élection de Coxon? Déjà, McQuaid a failli ne pas se présenter. Il a seulement pu se présenter grâce à Coxon qui a demandé qu'on fasse un vote directement.
Déjà, ça laisse tout dire. Et je pense que Coxon est élu surtout parce que tout le monde avait envie d'un changement. Ouais, c'est Vous voulez probablement passer ça, à autre chose après. Le seul point négatif, je trouve, c'est que désormais, il n'y a plus aucun membre de l'UCI au CIO. Donc, le cyclisme n'est pas en danger aux Jeux Olympiques, mais ça peut un peu. Mais sur la piste, par exemple, on est en danger. C'est pas évident, hein, la situation au CIO. En tout cas, une nouvelle victoire pour la Grande-Bretagne en cyclisme. Ouais, non, cette c'est un élection peu- de Ah, aussi, Coxon. Coxon paye aussi sa réussite à la tête de la fédération britannique. C'est Ouais, c'est vrai. les Britanniques viennent C'est de vrai. gagner d'affilée 2 fois le Tour de France. La fédération est assez dynamique et il y a surtout eu un boom des licenciés. Ouais. Et puis peut-être qu'aussi à la décharge de ceux qui a joué contre Pat McQuaid, c'est toutes ces affaires de dopage, on en parlait avant l'élection. C'est vrai que les affaires Armstrong et les affaires Contador, la récidive de Di Luca, tout ça, ça s'accumule et après ça devient compliqué à gérer pour l'Irlandais. Bon, on va terminer ce grand plateau encore une fois raccourci, mais un petit peu plus long que la semaine dernière, avec une mauvaise nouvelle, et une très mauvaise nouvelle même. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la reprise de l'équipe Euskaltel par Alonso. Finalement, ça se fera pas. C'est une annonce incroyable, mais terrible pour l'équipe basque. On a l'impression que c'est tous les ans pareil chez Alonso, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais la dernière fois c'était plus ou moins pareil. Il avait parlé de monter une équipe en 2010, c'est pas fait. C'est un petit peu décevant de sa part, surtout vu les motifs invoqués, comme quoi il voudrait pas reprendre la totalité du staff à sa charge. Donc c'est très dommage pour les coureurs, ça c'est sûr. Très dommage pour Backlands aussi qui avait signé là-bas et le temps de signer l'équipe était morte, donc c'est pas très classe de la part d'Alonso. Et puis voilà, Surtout ça fait des coureurs au chômage aussi, donc c'est pas forcément très très bien. On pense aussi à Romain Sicard, on pense à pas mal de bons coureurs qui vont rester sur le carreau. Déjà le marché du cyclisme se porte pas forcément très très bien. Il y aura beaucoup de monde sur le carreau, donc ça va être assez compliqué de se recaser pour ces coureurs là maintenant. Mon micro a été victime d'une chute, il s'est relevé. J'ai le temps de donner la parole à François pour parler de cette équipe d'Alonso. C'est vrai que c'est dommage. Alonso avait annoncé comme un état de fait la reprise de Euskaltel, et cette reculade est assez surprenante. Et c'est vrai que c'est pas super classe. Je suis d'accord avec toi, Maxime, de reculer comme ça. C'est assez dommage pour Euskaltel, surtout pour Alonso qui aurait pu repartir en Pro Tour directement en rachetant la licence de Euskaltel. Mais après, c'est pas forcément. Après, Alonso a quand même promis de revenir. Il dit qu'il veut revenir, il veut mieux se préparer pour 2015. Oui. S'il amène un sponsor, ce sera une bonne nouvelle, mais en attendant, ça laisse. De toute façon, sans sponsor, il n'y a pas d'équipe. Ça laisse beaucoup de salariés du côté Euskaltel et beaucoup de coureurs aussi, n'oublions pas. Et du coup, il n'y aura pas de signature de Chris Horner dans cette équipe d'Alonso. On en a pas mal parlé. Chris Horner qui a dévoilé ses données après la Vuelta. Bon, c'est clairement pour écarter la suspicion. Est-ce que ça a une réelle utilité ? Est-ce que le commun des mortels est capable d'analyser ces chiffres de manière raisonnée ? Alors non, ça n'a pas vraiment d'utilité d'une, parce qu'il n'y a que les gens suspectés qui le font. Donc quelque part, c'est qui se défend s'accuse, hein, comme avait dit Florian Thauvin pour parler un peu de foot. Et puis non, en effet, j'ai regardé... J'ai regardé ces données. Forcément, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas une valeur. Qui très pro jusqu'au bout dans l'équipe Radio Shack. Oui, voilà. Non, c'est bien géré de ce côté-là. Voilà, Fred Grapp le dit souvent. C'est pas forcément parce qu'on a des valeurs très stables que c'est très 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 sain. Donc voilà. Bon, ça va dans le bon sens pour lui, pour Horner, c'est sûr. Après, est-ce que ça a une vraie utilité de dévoiler ces chiffres ? J'attends plus les chiffres de puissance, ça peut être plus intéressant. Et encore que, vu les difficultés d'analyse, c'est pas forcément évident. François, ton avis sur cette divulgation des données de Chris Horner ? Est-ce que c'est un bon coup marketing ? C'est un bon coup pour écarter la suspicion ? C'est de la communication. Après, on peut quand même louer cet effort de transparence, puisqu'il y en a certains qui ne donneraient pas forcément leurs données. À qui tu penses, François ? Je ne pense pas à Sky, puisque eux l'ont fait sans souci à l'équipe. Ouais. Bon, voilà, c'est terminé pour ce grand plateau. On va quand même donner une nouvelle transfert, parce qu'on fait un point toutes les semaines sur les transferts, avec la signature surprise de John Gadret, qui n'a pas été prolongé chez AG2R. Messieurs, vous savez dans quelle équipe il est parti ? Vous avez suivi un petit peu l'actualité ? Oui, Movistar. Movistar qui continue son recrutement après l'arrivée notamment d'Adriano Malori. Un petit grimpeur pour aider Izagirre également, le moins bon des deux frères. Gadret qui va pouvoir aider Valverde dans l'école. Ouais, c'est un bon grimpeur pour remplacer peut-être Rui Costa. Ouais, ça va sûrement... Quintana également, il va aider Quintana, c'est sûr. Ça va sûrement le faire rétrograder dans la hiérarchie, Gadret.
Est-ce qu'il puisqu'il était, plutôt- Est-ce qu'il était tellement haut dans la hiérarchie? Il pouvait jouer sa carte au moins. Certes, c'était souvent le troisième homme pour les classements par équipe, mais là, du côté de Movistar, je pense qu'il sera clairement équipier de Quintana, tu l'as C'est dit, sûr, de Valverde. c'est sûr. Donc c'est un choix qui se respecte. Par contre, c'est un vrai choix culturel, un vrai choix sportif assez intéressant. Mais c'est vrai que pour le coup, il jouera moins sa carte, je pense. Mais c'est un bon coup pour Movistar. C'est un bon coup pour Movistar. On va clôturer là-dessus. On peut également annoncer que l'équipe Crela Neufoni arrête Qui également. était là depuis un bout de temps Qui aussi. était là depuis un moment. Donc, c'est pas une nouvelle très terrible pour le vélo, mais Non, mais bon. et Avec, pour Frédéric Amorisson, c'est dommage. avec Skaltel, avec Vacances Soleil, ça fait pas mal d'équipes. Ouais, qui, ouais. Thomas de Sojason Rennes qui aussi. a pas retrouvé d'équipe d'ailleurs. Thomas de Rennes. Oui, on se fait pas trop de soucis Mm. pour Thomas de Rennes. Messieurs, ce fut court mais intense. Merci de votre participation. On fera un grand plateau la semaine prochaine pour débriefer le championnat du monde. Et pourquoi pas la victoire d'un bleu, même si on n'y croit pas trop. Mais, Pourquoi pas, pourquoi tout pas, peut hein. arriver. Tout peut arriver. Allez, merci à vous. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Au revoir.